Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Allez, on va faire notre scénario habituel en intraday. Je vais malheureusement toujours pas pouvoir couvrir les cryptos, en tout cas pas sur la partie intraday. Si vous voulez, je vais quand même vous faire un suivi parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. On retombe sur les supports précédents. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je ne sais pas. Est-ce que du coup on est sur un développement en 5 vagues baissières? Pardon, en 2 vagues, d'accord? Donc un, et là on serait dans la phase de la deuxième qui irait chercher soit les 8005 comme on a dit, et une fois la clôture du gap, on s'arrête, soit on va chercher le bas de canal, ça peut tirer jusqu'à 7002 à l'horizon quelques jours. Euh, pour l'instant, pour ma part, effectivement, les contextes sont plutôt vers 7002, les moyennes, donc je dirais que le cluster est à 7002. Je peux toujours pas voir les carnets pour vous dire si oui, si non. Les momentum sont baissiers, donc là, effectivement, c'est soit le double bottom et on arrive à remonter ça et on maintiendra le triangle, soit les 10K, on leur dit au revoir une bonne fois pour toutes et je pense qu'on lâchera plusieurs milliers de dollars dessous assez rapidement. Donc je ne sais pas encore, hein, moi je ne maintiens pas d'achat sur Bitcoin. Sur Ethereum, je serai stoppé si on va casser le plus bas. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais là aussi, hein, le momentum est quand même très 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 bear. Et le double bottom me surprendrait moins en fait sur Ethereum. Euh, Plus que sur Bitcoin. Bref, pour l'instant, voilà, je suis très hésitant sur ces zones-là. Il y avait des signaux techniques, comme on avait vu, c'était que du TP, donc on avait bien dit, il ne faut pas non plus se surexciter. Si ça saute, c'est pas très grave. Il y a des zones d'achat beaucoup plus intéressantes en dessous. Il y en a vers la zone des 166, et là je sais qu'il y en a dans le carnet. Et il y a aussi la zone des 150 qui est très 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 demandée sur les carnets Ethereum. Moi j'achète les deux niveaux, hein, qu'on soit d'accord, j'ai des ordres d'achat à 165 et à 150 à peu près. Alors toujours un peu au-dessus, donc genre 166 et 151 je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Allez, marché européen, on va faire donc le DAX, on va revenir un peu sur tout ça. Donc on regarde le cash, et en daily, ok, donc toujours le gap sous les pieds ici, la belle clôture haussière hier, mais ce matin, merde, retour sous résistance. Aujourd'hui, c'est compliqué comme session. La semaine est vraiment très complexe à aborder. Entre guillemets, lundi hésitant, mardi plutôt bear, mercredi on repart haussier, jeudi de nouveau possiblement bear. Ça a du mal. Alors, on est sous des très fortes résistances sur le DAX. Pour ma part, comme je vous dis, je maintiens le fait que j'ai pas l'impression qu'on soit dans un rebond haussier, mais toujours dans le pullback. À savoir, je pense que ça va aller plus bas avant de remonter. Je pense qu'on visera probablement la zone des 11 000, 11 100, les précédents supports par là. Ça m'étonnerait qu'on aille pas chercher ces prix. C'est là que se trouvent les vrais supports de long terme, c'est là que se trouvent les Fibo. Enfin, voilà, il y a un gros cluster technique qui attire les prix un peu par là et j'ai l'impression que c'est là qu'on arrêtera éventuellement les mouvements baissiers. Je pense toujours en plus qu'il reste une caillasse baissière à mettre à Wall Street et que c'est là où en fait Wall Street va prendre sa grosse tatane. Pour l'instant, ça reste hésitant. Wall Street ne lâche pas trop de lest. Et voilà. Donc on hésite, et je pense que l'hésitation elle est plus que palpable, elle se voit sur les prix. Les momentum restent eux baissiers en daily, mais on a toujours ce gap. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on rattaque celui-là et on va direct plus bas, et celui-là on s'en occupera plus tard, ou est-ce que c'est déjà fini dans le mouvement baissier, le pullback était là, et dans ce cas-là on essaye d'aller chercher ce gap sur le DAX. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En termes de gestion du risque, aujourd'hui, ça prendra la différence. C'est-à-dire, soit aujourd'hui, on dit au revoir à cette zone, et c'est très clairement vers le gap qu'on va essayer d'aller se diriger, soit en rejection du gap, soit en clôture. Et la prochaine zone technique à traiter, c'est vers les 12 000. Option numéro 2, eh ben, on enfonce le clou, et on va évidemment chercher le support majeur vers les 11 050. En intraday, alors en horaire, on a un TP, ça c'est pas trop mal parce qu'encore une fois, quand vous avez des signaux de TP dans un marché qui est bear et qui n'a pas encore franchi les résistances, c'est pas super bandant. Maintenant, c'est surtout, voilà, moi ce TP il se met dans le contexte de cette structure qui est effectivement relativement hésitante, qui traduit justement l'hésitation. Rappelez-vous ce qu'on a dit en daily, ça sent la merde. C'est-à-dire lundi haussier, mardi baissier, mercredi haussier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut très bien avoir un jeudi baissier. C'est-à-dire que là, en jeudi baissier, c'est retour 11 006, voire carrément cassure du plus bas d'hier en plus. Autrement dit, là, tout le monde est perdu. Et comme tout le monde est perdu, porte-voix égale la meilleure des structures pour ce faire. Maintenant, attention, TP,
ça ne veut franchement pas dire qu'il y a de retournement. Alors c'est un signal potentiel de retournement. Là, ça se produit bien sur une zone où ça pourrait retourner. Maintenant, ce que vous voyez, c'est qu'on tient la clôture du contexte plutôt hors du contexte. Pour moi, ça reste plutôt haussier. Autrement dit, aujourd'hui, le momentum est neutre, retourné à 0. Et je pense sincèrement qu'on a pas mal de chances de se reprendre une cartouche acheteuse. Donc, aujourd'hui, en intraday, moi, personnellement, je pense que les ventes, elles doivent être sécurisées, laissées ouvertes, mais pas avec une grande conviction. Autrement dit, je pense qu'il vaut mieux risquer de perdre votre gain que de couper la position, d'accord. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances que ça retourne chercher votre prix d'entrée, c'est-à-dire que ça vienne vous sortir. Soit pour aller juste tenter une petite touchette de plus dans le biseau. Par contre, le principe, c'est que si ça part en couille, ça va partir en couille très vite. C'est-à-dire que si ça doit vendre aujourd'hui, ça va revendre instinctivement toute la zone médiane de la structure. Autrement dit, ici, c'est accélération en ligne droite, tout la même que hier à la hausse. Voilà. Autrement dit, hier ça pousse, aujourd'hui ça recrache. C'est tout à fait possible. Ce qu'il faut noter, et c'est surtout ça qui m'intéressait, rappelez-vous hier, quand on a essayé de traiter la zone, c'était par là où je l'ai dit, ça doit résister ici, et qu'est-ce qui se passe? Ça ne résiste pas. Maintenant, on échoue à bloquer au niveau de cette target, on ne franchit pas la suivante, et on fournit du exit derrière. Et ça me plaît beaucoup. Parce que quand on fait ça, ça sent effectivement les structures où, en fait, ici, on avait un range baissier, on casse le range baissier, mais au final, on construit juste un range à la con. Hein. Je vous rappelle que la dernière fois que le range a été polarisé, il a été polarisé à la vente. Donc, normalement, cette structure, on a plus de chances d'en sortir par le bas. Donc, c'est pas très excitant, en fait, en termes de structure de prix. Alors, je sais que ça pourrait paraître super excitant de dire, allez, c'est bon, c'est boule, on y va. Eh ben ouais, mais pour moi, c'est pas le sentiment que j'ai, encore une fois. Le sentiment est très mitigé. Ces zones résistantes, tant qu'elles sont là, j'ai pas l'impression qu'on ait l'obligation de les franchir à la hausse. J'ai plutôt l'impression que plus on passe du temps ici, moins bon ça sent. Et plus au contraire, ça sent la reprise baissière d'un coup, sur une mauvaise nouvelle, une mauvaise stat, peu importe, on sait pas trop. Mais il y a plein de mauvaises choses à se mettre sous la dent pour autant. Enfin, surtout que là, il y a très peu de bonnes choses. Voilà. Donc voilà, là par exemple, vous voyez, et puis les minutes de la Banque Centrale, et PMI, voilà, aujourd'hui, ça peut être le truc qui peut faire bouger un peu les marchés. Donc si c'est pas bon, ou des trucs comme ça, boum, ça retombe un coup sévère et on n'en parle plus. Il faut bien être conscient qu'en 15 minutes, d'accord, le trade que je vous avais proposé hier, que j'ai raté moi-même parce que je ne l'ai pas vu, et quand je l'ai vu, on était là, ou là, je ne sais plus. Je vous ai dit de ne pas le prendre en retard parce qu'on était dans la partie basse du canal. Tout ça, c'est dans Discord. Hein. Il y a des traces comme d'hab. Hein. Et Discord, j'efface pas. Hein. C'est-à-dire que même quand je vous dis un trade qui marche pas, je ne m'amuse pas à venir l'effacer derrière. Hein. Bref. Donc le principe étant, comme il y a ce exit qui nous a donc déclenché la structure de TP en horaire, c'est bien. Ça veut dire que les mecs qui sont boules, hier, ils ont pris des profits, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a un signal vendeur. Donc hier, il y avait une gestion du risque à faire pour les acheteurs. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme n'importe qui quand ils ont un mouvement dans leur sens, c'est-à-dire qu'ils sécurisent les profits, puis ils attendent de voir si les bears prennent la main ou prennent pas la main. Donc là, c'est maintenant que les bears vont montrer la puissance. Soit momentum à 0 en horaire, ici on retrouve tout le merdier, il n'y a pas assez de bears, autrement dit, hop, on repart chercher les contextes sans avoir touché le contexte opposé. C'est toujours bullish, hein. En gros on évolue au sein des canaux de tendance et on garde un schéma ascendant. Option numéro 2, bim, direct, retour au contexte. Si vous avez ça, c'est tout de suite un signal de range. Sauf que là, comme votre range, vous l'avez clairement identifié comme un porte-voix, il ne faut pas vous amuser à payer le contexte acheteur. Hein, on a bien d'accord que, tout comme nous hier, on a essayé de vendre le contexte vendeur, ceux qui vont s'amuser à acheter le contexte acheteur aujourd'hui vont se faire péter les dents. Donc c'est la même chose qui va arriver. Il faut bien comprendre que les indicateurs, ils sont là pour chercher des structures. C'est-à-dire qu'ils vous simplifient le travail et surtout ils enlèvent la subjectivité. Mais il faut bien savoir qu'il y a des conditions de marché rares dans lesquelles je ne peux pas faire de détection. Parce que si je devais détecter toutes les structures de prix, ce serait quasiment impossible. Celle-là, par exemple, c'est une structure de prix que les indicateurs ne peuvent pas anticiper. Je vous le dis direct. Mais en attendant, un porte-voix, si vous me trouvez des traders qui savent les anticiper, je vous dis bravo, parce que ça n'existe pas. Donc, c'est très difficile à anticiper ces structures. Et évidemment, là, les indicateurs, ils vous donneront, pas des faux signaux, mais en tout cas, ils vous donneront pas... Enfin, c'est une structure qui, effectivement, va avoir tendance à faire ce qu'elle a fait hier. C'est-à-dire à vous donner des zones d'intervention au milieu du range, et puis ça va péter le truc. Donc il faut bien être conscient que cette zone-là, on l'a pété hier, si on la répète aujourd'hui, c'est juste typique de la structure en porte-voix. Voilà, ce sera juste le grand classique de la structure porte-voix. Ici, piège vendeur, ici, piège acheteur, et à chaque fois, justement, on se sert de ces zones, enfin, pas des pièges, mais zone technique vendeuse, zone technique acheteuse, littéralement traversée à la médiane du range. Ça, franchement, c'est typique du porte-voix. Donc,
c'est une structure que là, je vous dis, comme je vous dis, les indicateurs vont pas réussir à la trouver, celle-là. En tout cas, ils vous donneront au mieux des exits, des TP, mais voilà, vous aurez du mal parce que normalement, c'est des structures qui arrachent les contextes à la fois à l'achat et à la vente. D'accord. Au début, effectivement, on évolue dedans, et puis là, comme vous voyez, hier, on arrache les contextes vendeurs, donc ça vous donne pas spécialement envie de vendre, enfin, en tout cas, c'est pas très incitatif de vente, et puis vous pouvez très bien avoir l'opposé direct derrière. Autrement dit, ici, on arrache les contextes vendeurs et on casse les supports. Donc là, voilà, si c'est ça qui arrive aujourd'hui, bah, la vente d'hier, vous serez bien content de l'avoir. Tout simplement parce qu'en plus, vous l'aurez dans le haut d'un porte-voix mature, dans un marché qui est toujours baissier sur le DAX, je devrais de le dire, mais c'est quand même ça, et de dire, bah, si vous l'avez, vous serez bien content. Parce que tout simplement, bah, vous pouvez laisser filer cette position derrière en swing. Donc, en fait, quand je vous dis gardez-la, cette position, si vous l'avez, c'est pas parce qu'elle a de fortes chances de produire un gain, au contraire, elle a de fortes chances de revenir à être chassée aujourd'hui. Mais par contre, si elle tient, elle va vous procurer un très gros gain derrière. Donc, à ce jeu-là, je pense que plutôt que de récupérer un micro-profit de merde, il vaut mieux prendre le risque de perdre ce profit, qui n'est pas grand-chose, mais de laisser et de se laisser la possibilité de trader une structure où tout le monde va se faire bananer, sauf vous, parce que du coup, vous avez chopé un bon signal. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est le signal que je vous ai dit de ne pas vous amuser à chercher hier en 3 minutes, quand vous essayez... Je dis pas tous, mais j'ai reçu 2-3 messages en message privé qui me disent Phil, t'as vu les exits en 3 minutes? Bah oui, je les ai vus, mais ça se trade pas, c'est ce que je vous ai dit. Quand on arrache les contextes comme ça, faut pas vous amuser à chercher des ventes derrière. Je vous avais dit d'ailleurs, attendez de voir des structures un peu plus... Enfin, attendez que ça se normalise. Voilà. Et là, vous voyez que pour le coup, ça valait vachement plus le coup de trader ce TP qu'à déclencher l'exit là-haut. Voilà. Là, c'était franchement, ici, très 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 intéressant à faire. Comme structure de prix, là vous aviez le exit avec le TP en 3 minutes, là vous pouviez sans problème prendre un joli petit trade intraday. Bon, vous voyez que ce matin ils ont plutôt envie d'aller chasser les résistances. Donc voilà, pour l'instant ça prend plutôt la direction du nord. Maintenant attention, voilà, c'est 9 heures, on peut très bien finir là dans 1 heure et ça ne me choquera pas. Donc on attend, pour l'instant ils ont plutôt envie de réactiver en horaire. Autrement dit, le take profit d'hier a causé un petit retracement et ça repart dans le sens du flux haussier. Donc dans ce cas-là, si on franchit la résistance aujourd'hui des 11 800... Bon, faut passer au-dessus de 860 déjà, quoi. Parce que si on va juste faire mumuse à 860, les obliques sont toujours baissières, les moyennes aussi. Voilà. Donc si on arrive à franchir tout ce merdier-là, 840, 830, il y a de fortes chances que ça aille taper 880, là, cette petite zone résistante. Et ici, on va voir derrière comment ça réagit. C'est-à-dire soit là, derrière, c'est game over et on se replie. Soit on va essayer d'aller chercher les niveaux Fibo supérieurs et le 61, ben voilà, là-haut, 12 070. Alors ça me paraît franchement loin pour moi, 12 070, parce que ça veut dire qu'il faut refaire 3% sur le DAX. Faire 3% sur le DAX, je ne sais pas où on les met sur le S&P 500. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors soit le S&P 500 va faire un nouveau sommet historique, mais sous quelle base? C'est quand même toujours pas bien bandant. Mais bon voilà, à surveiller. Donc en intraday, moi perso je traderai en 15 minutes, je pense ce matin c'est ce qui me semble le plus approprié, à savoir donc dans le cas d'un schéma baissier, ne surtout pas chercher d'achat ici, alors vraiment surtout pas, c'est une zone qui sera breakée, et dans ce cas là je pense c'est minimum 11 550, là où il y a un petit peu de volume, et je pense qu'on reviendra s'installer dans le range en dessous. Vous voyez bien la structure là ici en fait, si on prend tout ce range de merde là, voilà, si on prend toute la zone de prix dans laquelle on est depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, voilà. Vous voyez la structure de volume, ça doit commencer à vous parler quand même, voilà. Donc là pour moi c'est 2 ranges l'un à côté de l'autre. Rappelez-vous les structures que je vous avais données pour identifier les ranges au volume profile. Vous avez toujours un POC et normalement 2 bosses qui suivent, d'accord, support, résistance, zone médiane. Et là vous voyez quoi, hop, comme par hasard la même chose en dessous. Donc là en fait vous avez un double range, enfin double range, en tout cas il y a 2 zones de volume. Merde, pas ça que je voulais. D'accord. On a 2 zones de traitement, un premier range ici et un deuxième là. D'accord. Et la zone de friction, qui est donc bien sûr notre zone médiane, comme de par hasard, ici vers les 11 500, 11 600. C'est-à-dire que dès qu'on bascule là-dessous, c'est tout de suite le range d'en bas qui vient s'ouvrir, dans lequel le support se fait là, et la résistance il se fait là, dans le majeur. Donc là, aujourd'hui, on est sous la résistance majeure. Si elle cède pas, d'accord, on va retourner clairement dans le range dans la partie basse. Si elle cède, peut-être qu'on va créer un 3e range là-haut, et évidemment donc un range en 3 pôles, encore plus gros, un range de degrés supérieur. En fait, là du coup, imaginez-vous que dans ce cas-là, si l'objectif c'est de former un range encore plus gros ici, d'accord, dans ce cas-là vous aurez en fait
votre partie basse, la partie avec le volume, et on va créer une partie haute ici. Okay, et vous avez bien capté la taille de ces ranges. D'accord, ça fait ça, ça. Donc vous vous dites, ah bah tiens, comme par hasard, 12075, ça fait du sens. Ce serait la partie haute du range dans laquelle on chercherait ici derrière la formation de ce range et la structure vendeuse, probablement entre 12100 et 12020. Voilà. Donc pour l'instant, moi je ne sais pas si on va s'arrêter ici dans cette structure de range. Comme je vous dis, tout dépend en fait du contexte dans lequel on est. Et pour moi, c'est toujours assez embêtant parce que je ne sais pas si là on est dans un contexte de pullback ou si on est dans un contexte où le pullback a déjà été fait là et ça, c'était l'excès final. Voilà. J'ai pas la réponse. Peut-être que vous l'avez. Mais en tout cas, moi je pense que personne ne l'a. Raison pour laquelle ici vous pouvez soit acheter soit vendre, hein, c'est la zone d'indécision. Vous faites ce que vous voulez, l'essentiel c'est évidemment que la gestion du risque soit faite comme il faut. Voilà. Bon, ce matin ça a plutôt l'air acheteur, donc bravo les boules. Moi je ne suis pas dans ce sens-là, donc je les laisse récupérer les gains. J'attends sagement mon tour. J'ai pas du tout envie d'acheter du DAX, mais alors vraiment pas du tout. Maintenant, bon, il peut remonter, il n'y a pas de souci. Il y a de la place pour des pullbacks. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est Wall Street. Alors Wall Street remonte moins que la zone euro. Bon, il faut dire qu'en même temps, le DAX a quand même sacrément anticipé le bousin et le bordel. Mais c'est de dire, ben voilà, moi, il reste quand même pas mal de place baissière sur le DAX aussi. Hein. C'est-à-dire que si on remonte un peu sur le DAX, j'ai pas l'impression que, voilà, pour moi, c'est un mouvement bear qui vient de se mettre en place dans un flux baissier. Ça sent surtout le fait que normalement on va aller casser d'autres supports, celui-là derrière et celui-là à terme. Et là après, c'est là où les mauvaises choses arriveront. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Donc pour l'instant, ça retrace un peu sur le momentum. Mais j'ai plutôt l'impression que le momentum vendeur qu'on a ici va rester vendeur. Donc il n'y a pas réellement... Enfin, les achats pour moi sont contre la tendance de fond. Voilà. Donc si vous prenez le biais acheteur, pas de souci. C'est que vous visez le retracement. Soyez conscient que les tailles de position doivent être limitées. Sauf si vous avez une vision acheteuse de long terme dans laquelle on vous maintiendra les creux et sommets à Wall Street, de nouveaux sommets historiques et puis derrière toujours plus de soleil. Voilà. Moi c'est clairement pas le scénario que je vise, donc encore une fois, tradez ce que vous pensez, mais avec une gestion du risque, plutôt que de trader n'importe quoi. Et plutôt pire que de trader les pensées des autres. Donc si vous avez une pensée qui est divergente de la mienne, je le respecte. Bien entendu, en réalité, les arguments que vous basez derrière, j'en ai rien à foutre. Ils ne sont pas plus intéressants que les miens, puisque c'est subjectif. Hein. Et puis je vous dis, la seule chose qui fait la différence, c'est qu'en fait, si vous appliquez une gestion du risque là-dessus, et que vous essayez de trader les moments où c'est le plus favorable pour appliquer votre scénario, bah en fait, normalement, vous et moi, même si on diverge, on doit tous les deux prendre du blé. Et si vous pigez ça, bah, c'est déjà pas mal. Voilà, allez, du coup, 15 minutes aujourd'hui, soit si ça déborde, vous attendez clairement, d'accord, mais alors quand je parle de débordement, vous attendez les zones qu'on a vues, ce dont on a parlé avant, les petites zones où il y a un peu de volume, là, alors pardon, pas sur le S&P, voilà, vous attendez en zone vendeuse, c'est compliqué comme structure, allez, dans ce cas-là, il faut essayer de trouver une structure en mouvement haussier, dans ce cas, moi je dirais 1, 2, et dans ce cas-là, ça ferait 3, mais normalement la 3 doit être plus courte que la première. Donc là, on va essayer de chercher des extensions de la vague précédente pour donner une zone d'intervention précise hein, en Elliott Wave, là, du coup. Alors, par contre, il faudrait que je mette... Voilà. Non. Je vais y arriver. Voilà. Ok, donc là, et je veux une vague plus courte. Ouais, voilà, ça nous ferait 850 à 890, voire 910 grand max. Voilà, ça vous donnerait une zone d'intervention là-haut pour des signaux en 15 minutes. Vous avez déjà une target qui arrive là. Bon, donc en gros, c'est pas franchement très excitant ce matin. Alors attendez, elle n'est pas encore clôturée. Mais s'il y a déjà une target là, ça veut dire que dès ce matin, on est bloqué pour au moins 40 bougies sur la résistance. Bon. Donc c'est pas non plus, enfin, c'est pas très excitant comme début de session, quoi. Bref, vous faites comme vous voulez. Moi ce matin je pense que c'est pas très intéressant, sauf si on vient chercher cette zone là avec un signal 15 minutes. Mais là ce que je vois direct ce matin en ouverture, ça m'invite pas franchement à être super excité parce que bah, la target là théoriquement elle nous bloque pendant 40 bougies 15 minutes. Autant vous dire, elle nous bloque les 3 quarts de la journée. Voire elle nous bloque toute la journée.
Donc bah, voilà, soit on va s'installer ici dans un range à plat, le range morbide, quoi, voire une consolidation un peu plus profonde. Et en gros, on est juste venu dire au revoir aux vendeurs ce matin, on est venu vous chasser, on vient consolider un petit coup, et derrière, on fera le mouvement haussier. Tout à fait possible, hein. Euh, Puisque théoriquement, dans ces structures, on doit atteindre l'objectif avec la ligne de tendance. Donc vous voyez, ça bloque 40 bougies, et bim, en fin de journée, on vient taper, essayer de faire l'objectif final dans la zone des 860-80. Et là, ici, essayer de chercher une vente. Donc bref, pour aujourd'hui, pour les vendeurs, pas franchement très bandant, sauf si on revient réattaquer le plus bas, mais genre immédiatement et sans avoir cassé la résistance. C'est-à-dire si là, c'est grosse mèche haute et attaque du plus bas, là, effectivement, je pense que ça devient intéressant pour les vendeurs. Normalement, ceux qui sont là, vous n'êtes pas stoppés encore, hein. Pour être stoppé, il faut que ça vienne chasser le sommet. Voilà. Donc là, normalement, vous avez le stop au-dessus de la résistance. Et 824, 825, vous attendez. Tant que ça ne vient pas taper vos stops, il y a la possibilité que la prochaine bougie 15 minutes, elle vienne tout arracher. Il y a aussi la possibilité que la target ne reste pas et que dans ce cas-là, on y aille direct. Ok. Attendez, là, ce matin, il faut être attentiste. Il faut une gestion du risque très précise. C'est des marchés très hésitants. Regardez bien votre calendrier. À quelle heure sont les PMI? Bah là, ça arrive dans une demi-heure et ça va faire bouger le marché, hein. Autrement dit, dans une demi-heure, soit on est sur la zone de TP, soit on repart au sud parce que ça déçoit. Les minutes, normalement, c'est 13h30. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi c'est pas au calendrier, mais s'il y a les minutes qui sont publiées aujourd'hui, je crois que les minutes de la BCE, c'est publié à 13h15 ou 13h30, je crois en général, un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc 15 minutes, contexte, et attendez, pour moi c'est un contexte de fin de tendance haussière ici, donc bah, on attend que la structure ici se termine, et on cherche sa vente proche de l'oblique, là-haut ce matin, et donc comme je dis, zone d'intervention 860, 920, chercher un signal 15 minutes, type fin de tendance, là il faut du signal de reverse, donc c'est au minimum une structure TP, mais vraiment minimum, et dans ce cas-là, faible gestion du risque, donc vous y allez mollo. Le surachat, ça me paraît tout à fait possible dans ces structures-là, mais il faut un seul surachat, c'est-à-dire si on fait ça et boum, on vient donner une structure de surachat et le marché la produit dans la zone, là c'est intéressant. Exit, ce serait le mieux. Ce serait de dire de venir, pouf, venir taper ça, de faire un exit, et là, boum, parfait, vous pouvez choper le short. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, ça veut juste dire qu'on aura une vente à faible risque. Si vous voulez acheter, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Si ce n'est, laissez filer vos achats, et puis point barre. Voilà, pour faire simple. Allez, je vous dis à demain. On fera, je sais pas ce qu'on va faire demain. Soit on fera de l'intraday, soit on fera du swing. Tout dépend si on aura des choses à se mettre sous la dent. Parce que pour l'instant, la semaine en swing, pas très excitante, que ce soit sur les forex ou partout en fait. Alors sauf la UDNZD, hein, lui, c'est juste le long fleuve tranquille. Comme je vous dis, quand ça s'installe, ça s'arrête plus. Et là, je suis plutôt content. Voilà. Pour l'instant, en fait, il n'y a que ça qui me fait du bien, hein, sur le compte. Le reste ne bouge pas. Un jour, c'est ça qui monte, puis ça qui baisse, puis ça qui monte, puis ça qui baisse. Puis voilà, bon, facile. Le Néandertal, en attendant de retrouver un peu de volatilité. Et la UDNZD, alors lui, voilà, je dis, c'est le long fleuve tranquille. Ça monte tous les jours et ça fait plaisir. Je regarde le VIX quand même. Ouais, voilà. Bon, le VIX, on va arriver bientôt sur mes zones d'intervention. Là, dès qu'on arrive vers les 15, je pense que Wall Street, il va falloir commencer à se... alors, voilà, il faut noter qu'à chaque fois qu'on est dans les pullbacks, regardez, bon, on ne fait plus d'intraday là, mais c'est parce que je pense que c'est à prendre en compte dans l'intraday. Quand je vous dis faites attention aussi aux DAX et aux trucs comme ça, vous voyez que cette zone, c'est voilà, au-dessus, risque, en dessous, bon, ça va. Donc, le principe est de dire... est-ce que là, vous avez le sentiment que le risque est parti à Wall Street? Non, moi je vous le dis direct, je le sens et je sens que tous les opérateurs sont extrêmement nerveux et s'attendent à une deuxième fourchette de une deuxième piquette de volatilité dans pas longtemps. Donc, pour l'instant, en gros, on sauve la mule et on essaie de regarder d'abord les bonnes news. Autrement dit, promesses de stimulus, blablabla. On essaie de se nourrir de tout ce qui peut aider à monter. Problème, c'est que, évidemment, comme on ne règle pas les problèmes, ça va revenir. Et quand ça va revenir, évidemment, on sait bien que là, comme on a atteint 25 en volat, la prochaine, c'est plutôt 30 et ça a plutôt intérêt à tenir. Et on espère que ça va tenir. Parce que si on sort du triangle par le haut, comme on a dit, c'est 50. Et là, c'est un petit peu plus punchy. Raison de plus, il n'y a pas franchement de quoi s'euphoriser. Le deal, on sait que ça ne va pas arriver. On sait même que ça n'arrivera probablement jamais. Donc, il n'y aura pas de deal.
Mais il va y avoir de la communication sur le deal. C'est-à-dire Trump va encore une fois dire le deal est proche ou un machin comme ça. La Fed, on sait qu'elle va probablement baisser ses taux. De toute façon, elle est en retard par rapport à toutes les autres banques centrales. Donc le coup du on a baissé une fois puis on va s'arrêter, plus personne n'y croit en réalité. Et au contraire, tout le monde se dit oh putain, il y a une marge énorme pour baisser les taux aux US. Donc effectivement, ça spécule comment? Ça spécule à l'effondrement du 3 mois, l'effondrement des taux courts, du 2 ans, enfin voilà. Bref, donc en gros, tout le monde se réfugie sur le 10 ans et les taux courts sont en train de s'effondrer littéralement parce que tout le monde se dit que la Fed va baisser, 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 baisser et que le coup de com' de dire non, non, c'est une fois puis on arrête, tout le monde a bien compris que c'était le début d'une phase de baisse de taux. Et comment ça va réagir sur les marchés? Personne ne le sait. Voilà, tout le monde. Alors il y a ceux qui font le pari haussier, qui disent la baisse de taux, ça va relancer l'économie, tout va bien se passer, on va retrouver la croissance. Et il y a ceux qui disent oh putain, c'est la baisse de taux qui annonce la récession, égale, voilà, on sort les billes. Donc c'est pour ça que ça hésite. Parce qu'en réalité, les deux scénarios ont tout autant de chances de réussir l'un que l'autre. Pire, il peut même se passer quelque chose de tout à fait différent. Comme je vous dis, un truc exogène au marché qui vient démonter toutes les gestions du risque, genre une super bonne nouvelle ou une super mauvaise nouvelle. Mais bon, après 8 ans de croissance, en général, c'est plutôt les mauvaises nouvelles. Raison pour laquelle moi, j'oriente un peu plus à la vente. Maintenant, si j'ai tort, je vous l'ai dit, il ne faudra pas venir vous plaindre. Moi, j'y risque pas tout mon compte. Voilà. Donc VIX, pour moi, dans cette zone-là, je ne vais pas tarder à m'y réintéresser. Pardon. Maintenant, pour l'instant, voilà. Pas de. Alors si, putain, il est beau celui-là. Et non, voilà. Vous voyez, ça. Putain, pourquoi il est sorti à la bourre là? C'est pas normal qu'il soit sorti en retard comme ça. Ok, alors bon, je pense qu'on peut le considérer valide. Il a dû avoir une bougie de retard ici. Je ne sais pas comment il s'est démerdé pour me sortir un exit aussi tard que ça. Là, je pense qu'on a un exit valide sur le VIX. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. C'est même plutôt intéressant. Ah, pardon, non, en 15 minutes, laissez tomber. On ne fait pas de VIX en 15 minutes. On va voir ce qu'il nous donne en horaire. C'est de la divergence, ouais. Alors dans ce cas-là, pas pour tout de suite. Je pense que la divergence, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faudra, donc un petit regain de volate aujourd'hui, mais pas suffisant pour vendre. Je pense qu'il faudra attendre un prochain short, la semaine prochaine en fait, plutôt. Donc effectivement, ça tendrait à dire, aujourd'hui, probablement, cette divergence, elle se marque. Donc retour vers des niveaux de support sur les indices peut-être. Et après ça pousse, peut-être. En tout cas, moi, c'est le schéma que je chercherai à exploiter, et plutôt à essayer de chercher dans ce cas-là des achats ici, overlap de ces dernières résistances. D'accord? Là, c'est là où ça devient très, très, très intéressant. Comme zone acheteuse, ça me paraît très, très intéressant. Donc voilà, là évidemment je prendrai des tailles de position un peu plus conséquentes puisque je vais réinvestir les gains de la phase de VIX passée. Là où je me suis quand même bien gavé, je l'ai chopé tout en bas et je l'ai sorti tout en haut. Là c'est rare que je fasse ça, mais sur celui-là quand même je peux m'envoyer des fleurs. Donc là on va voir, mais je pense qu'il y a un achat à faire bientôt sur la volate. J'aimerais bien d'ailleurs, voilà, une petite structure de break par exemple, vous voyez, je dis de la divergence qui paye, un breakout et ça nous donnera la target probablement dans cette zone-là, sous les 15. Et là c'est là que j'essaierai de taper dessus. Donc en fait, contexte 4 heures. On le voyait là, il y avait le contexte 4 heures qui arrive là-dessous. Donc pour ceux qui sont débutants, ouais, bon, vous voyez, vous avez des signaux haussiers. Moi franchement ça sent mauvais sur la volate. Je ne veux pas dire, mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'il y a un sale truc qui va tomber de n'importe où. Un truc évidemment pas attendu, genre le Black Swan, mais bon. De là dire ce que ça va être, non. Mais là, je vois un risque clairement évident. En tout cas, si la moindre chose ici se passe mal, elle peut avoir un effet... Putain, j'ai le mot en anglais, mais pas en français. C'est quand même fou. Normalement, c'est supposé être l'inverse. Mais rippling, c'est... collatéral, oui. Voilà. Enfin, ça peut créer très rapidement... Non, c'est pas collatéral. Un effet boule de neige, voilà. Ça peut créer un effet boule de neige assez rapidement, à savoir une petite news peut très vite avoir un impact sur la volatilité, et si la volatilité s'enflamme, en fait tout le monde va se mettre à parler, voilà. Donc il faut faire attention à ça. Les structures de couverture sur le VIX, encore une fois, pour moi, sont juste la plus grosse bulle de la décennie. Donc il faut faire attention à le moment où le marché va plus acheter des puts et va simplement vendre ses actions sans acheteur. Voilà. Pour l'instant, patience. Je surveille aussi Tesla.
alors ça je vous le dis parce que je surveille en intraday. Là, moi honnêtement, si on refranchit ce type de résistance après les shoots qu'on leur a mises, je comprends toujours pas. Hein, voilà, donc je pige pas toujours pas ce qu'on fait là sur Apple. Enfin, c'est quand même incroyable. Il n'y a plus de perspective de gain là-dessus. Enfin, bref, bon, ça tient le coup, ça essaie de survivre. On y croit à Wall Street. Voilà, bon, au bout d'un moment, là, il n'y a plus rien à revenir refermer. Tous les gaps ont été bouchés. Enfin, bon, donc on va voir. Moi, j'attends le moment où Wall Street rechute un bon coup. Comme je vous l'ai dit, les structures de prix sont très friables à Wall Street. C'est-à-dire que dès que ça commence à s'effriter, c'est facile du moins 10 sur les indices, hein, j'entends bien. Donc, bah voilà. Moi, je suis un peu frileux avec les achats, mais il y en a plein qui considèrent à chaque fois ces peurs de baisse comme des opportunités d'acheter. Peut-être qu'ils ont une nouvelle fois buy the dip. Hein. Comme je l'avais dit, si on s'amuse à maintenir ces creux et sommets ascendants là et qu'on ne revient pas réattaquer cette structure là derrière, plus on monte, plus les mecs sont attirés par le sommet. Il faut bien être pragmatique. Moi, je veux bien tolérer qu'on monte un peu ici, mais si on commence à franchir les zones de faible volume type 29,70, là, moi, ça va plus, quoi. Voilà. Au-dessus de ça, sur le S&P, je pense qu'il faut clairement se poser des questions sur les invalidations. Voilà. C'est de dire, moi, si on franchit ça avec des clôtures, si on arrive à clôturer au-dessus de 29,71, c'est clairement des invalides. Voilà. Ici, il faudra commencer à se dire que ça ne va plus à Wall Street. Voilà. Mais il y a pas, normalement, on n'a pas du tout de raison d'y aller. Là, le problème, c'est que normalement, on devrait re-questionner les supports et on ne le fait pas. Donc, patience sur les indices pour le swing. On en reparlera demain. La séance d'aujourd'hui, je la trouve très intéressante parce qu'elle risque de démarrer haussière éventuellement avec l'Europe qui voudrait aller viser ses résistances. Ça se voit, hein, ils ont bien montré le truc. Mais en attendant, on est probablement emmerdé par Wall Street qui, de son côté... Ah oui, bon, le DAX a franchi la résistance, donc on y va direct. Ok, mais on est bloqué avec ce problème avec Wall Street qui, malheureusement, Wall Street, ça nous fout un peu dans les choux. À savoir, eux, ils risquent de se prendre une cartouche, quoi. Voilà. Et si ça cartouche Wall Street à cause du VIX, c'est pas l'Europe et le DAX qui va changer grand-chose. Autrement dit, le DAX va très rapidement se réorienter à la baisse. D'accord ? Pour l'instant, des news pas trop négatives sur l'Allemagne. Ce que je pige pas, par contre, c'est pourquoi les boons ne sont pas en train de s'écrouler. Ce qui n'est absolument pas normal. Hein. Là, on a... promesses, pas des promesses, mais des pistes de relance de l'Allemagne. Donc comme je l'ai dit, normalement, là, ça devrait sauter les taux, mais un truc de ouf, quoi. Et pour l'instant, non, calme et tranquillité. Donc attention, moi, il y a un truc qui me choque dans ces pricing. Mais vous voyez que les structures paraboliques commencent déjà à bien faiblir. Et là, si ça attaque les résistances, il n'y a rien en fait. Voilà. Il n'y a pas de traitement du prix. Donc là, c'est boum. Comme je dis, c'est direct. La dernière fois qu'on a mis du volume, c'était à 0,30. Je pense qu'on peut y aller sans grande peine. Donc surveillez bien. Moi, je surveille les Bunds. Le DAX qui remonte sans les Bunds qui baissent, c'est qu'il y en a un des deux qui mitonne. Hein, on va pas se mentir, c'est soit le DAX remonte pour rien, soit les Bunds vont s'écrouler. Voilà. Mais là, on ne peut pas avoir les deux en même temps avec une devise stable. Il y a quelque chose qui ment dans l'équation. Voilà.